Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télé Sud. Voici les titres à la une de l'actualité. 22 millions, c'est le nombre de personnes menacées par la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. La région a dû faire face à des pluies insuffisantes. Résultat, une large partie des habitants risquent de se retrouver dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. J-1 avant l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Mardi, le pape est attendu à Kinshasa pour son 3e voyage en Afrique subsaharienne. Le voyage qui se terminera le 5 février par le Soudan du Sud, 2 pays marqués par des conflits. Le souverain pontife y sera le messager de la paix. Et en France, c'est une nouvelle journée de mobilisation qui s'annonce mardi. Une journée pour protester contre le projet de réforme des retraites. Dans les transports en commun, d'importantes perturbations ont été annoncées alors que le projet de réforme est examiné par les députés depuis ce lundi. Après des pluies insuffisantes ces dernières semaines, la Corne de l'Afrique subit une importante sécheresse. Pour l'ONU, l'impact de cette sécheresse pourrait être dévastateur pour 22 millions de personnes qui risquent de basculer dans un état d'insécurité alimentaire aiguë, alors que cette région a déjà fait face à une crise humanitaire. Émeric Torroignan. Pour Mohamed, la situation n'est plus tenable. Éleveur depuis de nombreuses années dans cette localité de l'Est de l'Éthiopie, il ne lui reste que quelques têtes de bétail aujourd'hui. La faute à la sécheresse que connaît la Corne de l'Afrique depuis 2020. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer selon les experts. Pour échapper alors à la famine qui sévit dans son village, Mohamed prévoit de changer de métier. Il souhaite désormais s'investir dans l'entrepreneuriat. J'ai décidé de passer d'une vie de berger à un nouveau mode de vie. Je veux créer une entreprise, même si c'est une petite entreprise, juste pour prendre soin de ma famille. De l'Éthiopie au nord du Kenya, en passant par la Somalie, ce ne sont pas moins de 22 millions de personnes qui sont menacées par la faim, victimes d'une sécheresse historique. Dans les détails, en Somalie, par exemple, près de 5,6 millions de personnes se trouvent aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire aiguë. 2 millions en Éthiopie et 4,3 millions au Kenya, selon l'ONU. Les 5 dernières saisons des pluies, depuis fin 2020, ont été inférieures à la normale, du jamais vu depuis au moins 40 ans dans cette région. Et la prochaine, de mars à mai, s'annonce également insuffisante. Conséquence, ici dans le célèbre parc national d'Amboseli, au sud du Kenya, les carcasses d'animaux morts jonchent le sol. Depuis le mois de juin, il y a eu une très grande sécheresse parce que nous n'avons pas eu assez de pluie. Les longues pluies et les courtes pluies. Nous n'en avons pas eu assez. Donc nous avons beaucoup perdu d'animaux. Et les éléphants sont morts beaucoup. Celui-ci est l'un des nombreux qui sont morts à cause de la sécheresse. La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus durement touchées par le changement climatique. Depuis 2016, 8 des 7 saisons des pluies ont été inférieures à la normale, selon les données du Centre d'études des risques climatiques. Cette situation alarmante a obligé plus de 1,7 million de personnes à quitter leur foyer en quête d'eau et de nourriture, selon un dernier rapport du Programme alimentaire mondial publié le 23 janvier. Et illustration des répercussions de la sécheresse, l'Éthiopie. À l'est du pays, les hôpitaux et les centres de santé voient affluer nombre d'enfants souffrant de malnutrition. Avec des pâturages devenus poussière et des pluies sans une goutte d'eau, impossible pour les populations de faire sans l'aide humanitaire. Lorraine Mabou. Devant cet hôpital de fortune de Gode, en Éthiopie, la file est bien longue. Beaucoup de mères attendent avec le nourrisson pour espérer obtenir des soins. Cette année, la sécheresse historique a plongé 12 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le pays. Lorsque la mère est sous-alimentée, elle aura un enfant souffrant de malnutrition. Quand elle est enceinte, si elle est sous-alimentée, il se peut qu'elle accouche d'un enfant souffrant de malnutrition et il se peut qu'elle n'ait pas assez de lait. Certains éleveurs ont pris la décision de vendre leur bétail et de quitter leur village. Cette année, la sécheresse a poussé plus de 1,7 million de personnes en quête d'eau et de nourriture. C'est le cas de cette mère et de son bébé.
En raison de la sécheresse, mon enfant n'a pas bénéficié d'un service médical approprié. Nous étions trop occupés à faire face à la sécheresse, à sauver le bétail et à penser à la survie de la famille. À cause de tous ces problèmes, l'état de mon enfant s'est détérioré. Cette sécheresse actuelle s'explique par une succession de 5 saisons de pluie défaillantes depuis fin 2020. Illustration des conséquences de ce changement climatique, des symptômes visibles. Quand il y a une sécheresse, les personnes peuvent avoir la diarrhée et après la diarrhée, c'est la malnutrition. Les dernières famines dans la région qui avaient fait 260 000 morts en Somalie remontent à 2011, avaient été le résultat de 2 saisons des pluies insuffisantes consécutives. La moitié des victimes étaient des enfants de moins de 6 ans. Et direction la République démocratique du Congo, où jeudi dernier, après la prise de la ville de Kichanga à l'est du pays par des rebelles du M23, les autorités et la population ont dit redouter une pénurie de nourriture, une crainte due principalement au fait que cette cité est un axe important de circulation puisqu'elle permet de relier Goma, chef-lieu du Nord Kivu, à la partie septentrionale de la province. Et l'autre actualité du moment en RDC, c'est bien l'arrivée du pape François demain. Le 5e voyage du pape en Afrique se déroule du 31 janvier au 5 février et constitue son 3e voyage en Afrique subsaharienne. Émeric Torroignan. Difficile de manquer les nombreuses affiches du pape François qui trônent sur les artères des boulevards et avenues de Kinshasa, la capitale de la RDC. À 24 heures de la visite du souverain pontife, la ville a déjà fait sa toilette et les populations s'apprêtent elles aussi à accueillir l'illustre hôte. Les t-shirts et autres objets à l'effigie du pape se vendent comme de petits pains. Par exemple ici, à la paroisse de Notre-Dame du Congo à Kinshasa, les fidèles ne veulent surtout pas se faire compter l'événement. J'ai acheté ce calendrier, je suis heureuse d'avoir l'effigie du pape à la maison. C'est une grande bénédiction pour moi et mes enfants. Il me faut porter l'effigie du pape, parce que la grande bénédiction arrive. Il le faut. Du côté du gouvernement, les réunions préparatoires se multiplient depuis la semaine dernière pour que cette visite papale se déroule dans de bonnes conditions. Le grand moment très attendu de ce voyage en Afrique du chef de l'Église catholique sera la messe du mercredi à l'aéroport de Ndolo, totalement réaménagé, où plus d'1 million de personnes sont attendues. À cet effet, le gouvernement a pris des mesures pour permettre à un grand nombre de fidèles de participer à cette messe. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles, les avant-midi, de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça, les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. L'arrivée du pape qui était prévue en juillet dernier et reportée pour des raisons de santé du souverain pontife est très attendue dans le pays, connu pour son attachement à la religion. Mardi, l'avion du pape François devrait atterrir à 15h heure locale à l'aéroport de Kinshasa. Il devait se rendre à Goma dans l'est du pays, mais cette étape a été annulée à cause de la situation sécuritaire dans la région. Une déception pour les habitants de Goma qui auraient souhaité recevoir eux aussi les bénédictions du pape directement sur le territoire. Après Kinshasa, le pape se rendra vendredi au Soudan du Sud. Nouveau revers pour le président Kais Saied. Dimanche, seuls 11,3% des Tunisiens sont allés voter pour élire leurs députés. Face à ce taux d'abstention historiquement faible, la principale coalition d'opposition en Tunisie a appelé dimanche à former un front uni politique et syndical pour faire partir le président. Explication, Émeric Torroignan. Des cris de révolte et des slogans contre le parti au pouvoir. Les membres du Front de Salut National, principale coalition d'opposants en Tunisie, ont appelé dimanche, à l'issue des élections législatives, tous les autres partis d'opposition à former un tronc commun pour faire face au président Kais Saied.
Je demande donc à tous ceux qui font partie du mouvement politique et à ceux qui sont dans le mouvement civil d'être à la hauteur du nouveau défi qui est devant nous. Travaillons main dans la main pour créer le changement par le départ de Kais Saïed. Avec seulement 11% de taux de participation au deuxième tour des législatives dimanche, l'opposition tunisienne voit encore une fois l'échec total du président Kais Saïed. Le premier tour avait déjà été marqué par une abstention de près de 90%, un record depuis l'avènement de la démocratie dans le pays où certains scrutins rassemblaient jusqu'à 70% des électeurs. À peu près 90% ou plutôt 89% du peuple tunisien ont tourné le dos à cette pièce de théâtre, exprimant ainsi leur refus de participer à ce processus politique du coup d'État qui ne les représente en rien. Cette faible affluence devant les bureaux de vote est expliquée par divers facteurs, notamment l'appel au boycott du scrutin par les principaux partis politiques, mais aussi l'impopularité et la non-affiliation politique des candidats aux élections. Les quelques votants présents ont donc fait des choix personnels. Les plus âgés ont juste accompli leur devoir électoral. Je suis venue voter pour exercer mon devoir en tant que citoyenne, pour servir mon pays avec mon vote. On espère voir de bonnes choses à l'avenir. On espère que la situation de notre pays s'améliore. Cette élection législative représente l'ultime étape de réformes imposée depuis 18 mois par le président Kais Saïed, des réformes qui ramèneront le pays à un système hyper-présidentialiste, similaire à celui d'avant la révolution de 2011 et la chute du dictateur Ben Ali. C'est ce risque que combat l'opposition tunisienne. Et comme vous avez pu l'entendre, c'était un sujet de Lorraine Mabou et non pas Émeric Torhuignon. En Côte d'Ivoire, le petit village de Duquesne-Crémone, au nord de la capitale, accueille les malades de la lèpre et leurs familles souvent stigmatisées jusqu'à leur mort, un havre de paix pour ces patients qui doivent suivre un long traitement en raison de la difficulté à guérir de cette maladie. Soules Bey. Duquesne-Crémone est tout pour moi. Nous qui sommes nés ici, nous ne sommes pas forcément de même ethnie. C'est la lèpre qui nous a réunis et donc nous constituons une famille. Fuyant les brimades, les humiliations et les persécutions, nombreux sont les malades de la lèpre à s'être installés dans ce village du nord d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Créé dans les années 1960, le village Duquesne-Crémone, baptisé au nom d'un prêtre français et d'une ville italienne, leur permet d'affronter ensemble la maladie au sein d'une communauté compréhensive. En fait, nous nous sentons chez nous, ici. Parce que les séjours d'où nous venons, c'était juste pour nous soigner. Mais quand nous retournons chez nous, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas toujours facile qu'on nous accepte. Mais quand nous sommes à Duquesne-Crémone, on a l'impression, n'est-ce pas, qu'on a trouvé, n'est-ce pas, un nouveau village, mais qui est un village où on a envie de vivre parce qu'on s'entraide, on s'entend, on vit, on va dire la même chose. À l'article de la mort, certains malades ont souhaité retrouver une dernière fois leur terre natale. C'est le cas de la défunte mère de Mathieu Okoma Agoa, adjoint au maire de Duquesne-Crémone, qui témoigne des mauvais traitements subis par sa mère et de l'accueil horrible qui lui a été réservé jusqu'après sa mort. Et donc, étant agonisante, je l'ai fait rentrer dans son village, sous sa demande. Après son décès, j'ai été marqué par les faits. La maison dans laquelle elle a séjourné avant sa mort a été cassée, la toiture brûlée, jetée à l'eau. Et ils l'ont même enterrée en bordure de la Comoué, sous hypothèse qu'elle n'avait pas droit au cimetière commun. Désormais guéris, les survivants de cette maladie infectieuse qui affecte la peau cohabitent avec les malades dans le village, qui sont au nombre de 54. Aujourd'hui, la lèpre touche encore près de 3 millions de personnes dans le monde. Une fusillade en Afrique du Sud qui coûte la vie à 8 personnes. Au Pakistan, au moins 28 morts dans une explosion dans une mosquée. Et l'OMS qui maintient le niveau d'alerte maximal pour la pandémie de Covid-19. C'est le reste de l'actualité réalisée par Soules Bey et Noël Dong. En Afrique du Sud, une fusillade lors d'une fête d'anniversaire a fait 8 morts dimanche. Des hommes armés ont tiré au hasard sur les invités d'une fête dans un township dimanche soir, tuant 8 personnes et blessant 3 autres personnes. Une attaque dont les motifs restaient encore flous lundi,
Crimes aveugles, règlements de comptes, disputes de voisinage, les autorités continuent d'enquêter. L'Afrique du Sud est un des pays les plus violents au monde, tristement connu pour un taux de criminalité élevé. Un meurtre est commis toutes les 19 minutes selon les dernières statistiques officielles de la police. Au moins 33 personnes ont été tuées lundi dans une explosion à l'intérieur d'une mosquée de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. L'explosion s'est produite à l'heure de la prière dans ce lieu extrêmement sensible de la ville, situé à une 50aine de kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan. 33 personnes sont décédées et 150 ont été blessées, la plupart des victimes étant des policiers. L'incident a eu lieu le jour même où le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, devait effectuer une visite officielle à Islamabad. Celle-ci a été annulée au dernier moment, officiellement en raison de la météo pluvieuse. Ces derniers mois, la ville de Peshawar a surtout connu des attaques ciblées, visant d'abord les forces de sécurité. L'Organisation mondiale de la santé a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximale sur la pandémie de Covid-19, 3 ans jour pour jour après avoir qualifié la maladie d'urgence de santé publique de portée internationale. Son directeur général dit avoir suivi les recommandations du comité d'urgence sur la Covid-19, des experts qui se réunissaient pour la 14e fois la semaine dernière. Tedros Adhanom Ghebreyesus avait déjà fait savoir qu'il jugeait prématuré la levée du niveau d'alerte le plus élevé. Vendredi encore, l'OMS recensait plus de 752 millions de malades et près de 7 millions de morts selon les chiffres officiels. Chiffre très en deçà de la réalité de l'aveu même de l'organisation. En France, c'est une nouvelle journée de mobilisation qui s'annonce demain pour protester contre le projet de réforme des retraites. Cette deuxième journée de grève sera marquée par d'importantes perturbations dans les transports en commun. Comme à la SNCF et à la RATP, le projet de réforme des retraites est examiné par les députés à partir de ce lundi. Explication Mathieu Nicolas. À quelques heures de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, une question reste en suspens. La mobilisation sera-t-elle plus forte que celle du 19 janvier ? L'exécutif, lui, a déjà anticipé sur les manifestations. Mardi, 11 000 policiers et gendarmes vont être déployés dans toute la France, 4 000 d'entre eux prévus juste à Paris. C'est plus que la fois d'avant. Il est évident que ceux qui s'en prendraient aux policiers, aux gendarmes, aux autres manifestants, aux biens, seront interpellés. Mais je veux constater que les organisations syndicales avec lesquelles nous avons d'excellents rapports d'un point de vue de sécurité jouent parfaitement le jeu. Je salue leur esprit de responsabilité et je formule que la manifestation, le vœu que la manifestation de demain se déroule dans les mêmes conditions, sans incident grave notable du fait des manifestants. Voilà quelques jours désormais. À la veille de la mobilisation dans la rue, les députés ont donné lundi le coup d'envoi des débats en commission des affaires sociales sur le très contesté projet, avec des oppositions de plus en plus remontées par la fermeté affichée par le gouvernement sur l'âge de la retraite. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose dans le texte et il serait temps que le gouvernement et surtout ceux qui le représentent, c'est-à-dire la majorité présidentielle, le reconnaissent. Donc l'enjeu de la commission, c'est aussi de faire reconnaître à nos collègues que leur réforme est injuste et inutile. La gauche ne se contente pas de critiquer le texte. Les parlementaires de l'opposition comptent sur le succès de la mobilisation pour inverser le rapport de force avec le gouvernement. Je pense que la manifestation de mardi sera une grande réussite et on sent une certaine fébrilité, y compris dans le début de nos travaux, de la part de la majorité. Et quand on voit cette opposition qui grandit à chaque fois, je comprends qu'il soit fébrile. La grève s'annonce très suivie mardi dans plusieurs secteurs, comme les transports ou l'éducation. La moitié des enseignants feront grève mardi selon le premier syndicat du primaire. Après la journée noire du 19 janvier, qui a vu entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues, les syndicats espèrent faire au moins aussi bien. Un espoir conforté par des sondages. 68% des Français seraient contre la réforme, selon un sondage IFOP. Après plusieurs mois de concertation entre gouvernements, acteurs du milieu associatif ou encore représentants des lieux mémoriels, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté ce lundi un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme en France à l'Institut du monde arabe. Ce plan prévoit 80 mesures en s'articulant autour de 5 axes. Nommer la réalité du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations, mesurer ce phénomène, mieux éduquer et former, sanctionner les auteurs
acteurs et accompagner les victimes. Et parmi ces mesures phares, la systématisation des testings sur les discriminations à l'emploi dans différents secteurs privés et publics. Écoutez à ce propos la Première ministre. C'est pourquoi nous allons développer une politique de testing dans les entreprises, mais aussi pour l'accès au logement. Notre but sera de mesurer la réalité des discriminations, de donner des outils aux acteurs pour les éviter, de mettre en avant les bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises. C'est bien dès le plus jeune âge que la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations se joue. C'est dès l'enfance que les stéréotypes peuvent s'installer. C'est dans notre jeunesse que certaines théories du complot foisonnent. C'est aussi sur nos jeunes que les messages haineux des réseaux sociaux ont le plus d'effet. Nouveau week-end sanglant à Jérusalem. Ce week-end, la ville sainte a été le théâtre d'affrontements en réaction des émeutes ont eu lieu dans des quartiers de Jebel Moukaber, Chouaf et Ras El Hamoud, dans la partie est de la ville occupée par Israël. Plus tôt dans la semaine, vendredi soir, 2 fusillades ont éclaté, dont l'une qui a fait 7 morts israéliens près d'une synagogue. Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu sur place. Il se rendra à Jérusalem et à Ramallah pour tenter d'apaiser les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Écoutez. Il est de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour apaiser les tensions, plutôt que de les exacerber pour œuvrer à l'avènement d'un jour où les citoyens n'auront plus peur dans leur communauté, leur foyer, leur lieu de culte. C'est la seule façon d'arrêter l'escalade de la violence qui a pris trop de vies, trop d'Israéliens, trop de Palestiniens. Un documentaire diffusé sur la chaîne de la BBC met en porte-à-faux Boris Johnson et le président russe Vladimir Poutine. L'ancien Premier ministre britannique révèle en effet que le chef du Kremlin l'aurait en quelque sorte menacé avant l'invasion de l'Ukraine. Faux, répond le porte-parole du Kremlin. À cette époque, Vladimir Poutine continue à soutenir qu'il n'avait aucune intention d'envahir son voisin malgré l'afflux de militaires russes dans la région frontalière. Dans le documentaire, Boris Johnson explique l'avoir averti des dures sanctions que prendraient les Occidentaux s'il engageait dans cette voie. Et on finit ce journal par le Cameroun, où séjourne depuis quelques heures la nouvelle directrice générale de Télésud. Valérie Garec est accompagnée d'Elisabeth Bouteiller, rédactrice en chef adjointe. La délégation de Télésud a eu une journée de travail chargée, journée marquée notamment par des échanges avec le président du consortium, Jean-Pierre Amougou Bellinga. Celui-ci a procédé à la nomination du nouveau responsable de Télésud Cameroun, David Pem, compte rendu de nos correspondants Chimène Baleba, Pierre Parfenongo et Senguijoy. Le redécollage de Télésud Groupe Vision 4 est enclenché. Valérie Garec, directrice générale de Télésud, en fonction depuis le 23 septembre dernier, est à Yaoundé dans le cadre d'une visite de travail. En compagnie d'Elisabeth Bouteiller, rédactrice en chef adjointe numéro 1, elle a été reçue en mi-journée par le président du conseil d'administration de la chaîne internationale et panafricaine, Jean-Pierre Amougou Bellinga. La première journée de son périple sur le continent africain était consacrée à des échanges fructueux avec le top management du consortium L'Anecdote, un partage d'expériences au profit du rayonnement de Télésud. Nous allons refondre notre grille des programmes, nous allons apporter de nouveaux programmes qui seront de type débat, divertissement, retravailler sur nos JT en faisant intervenir des invités prestigieux à l'antenne qui débattront avec nos journalistes. Voilà, nous avons beaucoup de travaux en cours qui sont en train d'être mis en place. Tel un souffle nouveau, David Pem, journaliste, a été désigné à la tête du bureau Télésud Cameroun. Sa mission, développer un réseau de correspondants solides et accompagner la vision du top management qui est de servir le meilleur de l'actualité tout en se rapprochant davantage des communautés africaines et leur diaspora. Je vais travailler en étroite collaboration avec Madame le directeur général de Télésud pour mettre en place, comme cela a été dit tout à l'heure en pleine réunion, pour mettre en place un grand réseau de correspondants à travers le continent africain. Mais aussi, nous avons un événement majeur que Télésud doit couvrir au Gabon, l'arrivée du président Macron concernant ce sommet One Planet qui va se tenir du côté du Gabon au mois de mars. Télésud
compte ne ménager aucun effort pour servir à ses téléspectateurs des contenus alléchants. Des lendemains meilleurs se profilent à l'horizon. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir. Et en attendant, continuez à vous informer sur Télésud.